Pour beaucoup, aller à l'université est la prochaine grande étape de sa vie. Après leur diplôme de lycée, ils se préparent à commencer un nouveau chapitre et à entrer dans un tout nouveau monde rempli de nouveaux amis, de nouveaux souvenirs et de nouvelles possibilités. Mais certains n'ont pas autant de chance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer 2 mystères glaciaux sur le campus universitaire. Michael Negrete, né le 25 mars 1981 de Marie et Miguel Negrete, Michael William Negrete était l'aîné de 3 garçons et était connu pour être extrêmement intelligent et talentueux. Les proches parlent avec affection du rire fort et soudain de Michael, de son habitude de dire dupe quand il était content, et de la façon dont il chantait toujours des chansons de jazz pour lui-même. Trompettiste et joueur de tambour en acier, l'adolescent faisait partie d'un groupe nommé Island Fever au moment de sa disparition. En décembre 1999, Michael, âgé de 18 ans, était un étudiant performant qui fréquentait l'Université de Californie, Los Angeles grâce à une bourse d'études en musique. Il vivait au 6e étage de la résidence universitaire Dijkstra Hall, située près de l'intersection de l'avenue Gailey et du boulevard Strathmore. Populaire et passionné, l'expérience universitaire de Michael avait, jusqu'à présent, été ordinaire. Le 9 décembre au soir, il a fêté avec des amis. Ensuite, il est retourné dans sa chambre pour jouer en ligne à un jeu vidéo sur son PC avec un camarade de fac. C'était vers 4h du matin le 10 décembre que le duo a finalement arrêté de jouer. Michael est allé voir son ami pour le féliciter de sa victoire et le duo s'est séparé, le trompettiste étant vu pour la dernière fois en train de retourner dans sa chambre. Pourtant, le lendemain à 9h, le colocataire de Michael a constaté son départ. Selon les autorités, l'adolescent de 18 ans aurait quitté le dortoir entre 4 et 9h du matin. Il a laissé derrière lui toutes ses affaires personnelles, y compris ses vêtements, ses chaussures, son portefeuille et ses instruments de musique, et on ne l'a plus jamais vu ni entendu parler. Le 9 décembre, il avait envoyé un email à sa mère annonçant son retour à la maison le 15e. Il lui a ensuite demandé de l'appeler ou de lui envoyer un email. C'était la dernière fois qu'il contactait l'un de ses parents. Au début, les proches de Michael ont eu du mal à intéresser la police, qui pensait qu'il était probablement parti de son plein gré pour un certain temps. L'enquête a mis quelques jours à réellement débuter. Au début, des chiens pisteurs ont été employés. Ils ont retracé Michael jusqu'à Sunset Boulevard et Bellagio Street à Los Angeles, à seulement 15 minutes du dortoir. Et selon plusieurs articles qui ont rapporté sur le cas, il y avait un arrêt de bus ici où la trace s'est terminée. Cependant, le Los Angeles Times a rapporté que les enquêteurs prétendaient que les chiens s'étaient embrouillés et que leurs pistes ne pouvaient pas être fiables. Il n'est pas clair ce qui s'est exactement passé ici ou comment les chiens ont perdu la direction. Puis, les autorités ont créé une image composite d'un homme aperçu à l'intérieur du dortoir vers 4h35 du matin le jour de la disparition de Michael. Le croquis a été publié en 2000 et les enquêteurs ont annoncé qu'ils souhaitaient de parler à cet individu qu'ils croyaient être un témoin possible. Ils ne sont pas sûrs s'il est lié à l'affaire ou s'il a vu quoi que ce soit du tout, mais souhaitent toujours lui parler afin qu'il puisse être éliminé de leurs enquêtes. Il est décrit comme étant un homme blanc de 35 ans qui mesurait entre 1m70 et 1m78 et avait une carrure imposante. Il arborait une veste grise brillante à motif turquoise. Il n'a pas encore été identifié et n'a jamais contacté la police. Selon un témoin étudiant, l'homme a couvert son visage avec un journal en réalisant qu'il était observé. Personne ne pouvait rendre compte de cette personne. Personne ne savait qui il était ou d'où il venait. De plus, un autre étudiant a affirmé avoir vu quelqu'un correspondant à la description de Michael quitter le dortoir vers 4h35 du matin. Toutefois, cette observation n'a jamais été confirmée. Il n'y avait pas de caméra de surveillance dans la zone, rendant impossible pour les forces de l'ordre de vérifier cette piste par elles-mêmes. Michael n'avait pas de véhicule à l'université, ce qui signifie que s'il avait voyagé quelque part, il devait y être allé à pied ou en transport public. Au cours de l'enquête, ni les autorités ni la famille du jeune homme de 18 ans n'ont pu trouver une raison pour laquelle il partirait de son plein gré. Il n'était pas lié à l'abus de drogues ou d'alcool. Il n'avait pas de véritables ennemis et il ne semblait pas mener une quelconque vie secrète. Cela a laissé les enquêteurs perplexes, se demandant comment un jeune homme pouvait simplement sortir de sa chambre d'étudiant et disparaître de la surface de la Terre. Après cela, il y avait peu de pistes dans l'affaire. Au cours de l'enquête initiale, plus de 500 conseils ont été soumis aux autorités qui ont suivi chacun d'entre eux. Ils ont vérifié les chutes à ordures et les chantiers de construction sur le campus, mais ils ne sont toujours pas plus près de trouver Michael ou de découvrir ce qui lui est arrivé.
Un autre conseil qui a été enquêté a été appelé par un étudiant de l'Université de Californie à Los Angeles qui vivait hors du campus. L'étudiant a entendu plusieurs personnes au téléphone évoquer Michael. Ils ont dit qu'il avait quitté la Californie et ils ont parlé de lui comme étant un étudiant de l'Université de Californie à Los Angeles nommé Mike. Toutefois, cette piste paraît sans issue. Il y a très peu de théories dans le cas de Michael. En 2013, l'un de ses frères, Steve, a écrit dans un article de blog que les amis du jeune homme de 18 ans lui avaient dit qu'il avait assisté à des raves et expérimenté des drogues, en particulier de l'ecstasy, dans les semaines ou les mois avant sa disparition. Steve a théorisé que Michael s'est égaré cette nuit-là après avoir pris quelque chose et a fini par être enlevé ou par rencontrer quelqu'un avec de mauvaises intentions. La seule autre théorie dans cette affaire n'est pas vraiment une théorie du tout. Un site web qui semble être dédié à blanchir le nom de David Allen Westerfield, qui a été condamné pour le meurtre d'une jeune fille nommée Danielle Van Damme en 2002 et a également été condamné pour possession de pornographie infantile, a déclaré que le père de Danielle, Damon Van Damme, est responsable. Il ressemble au croquis composite de l'homme qui traînait dans les dortoirs le matin du 10 décembre 1999. Selon Van Damme lui-même, il est ami avec Miguel, le père de Michael, et était à Los Angeles au moment de la disparition du jeune homme de 18 ans. Cependant, c'est une non-théorie, car aucune preuve ne lie réellement Van Damme à la disparition, et il n'y a rien pour expliquer quelles pourraient être ses motivations. Pendant ce temps, Westerfield a été relié au meurtre de Daniel par l'acide désoxyribonucléique et d'autres preuves physiques. Le site web semble exister uniquement pour salir le nom et la réputation de Van Damme. Dans les années qui ont suivi la disparition du jeune de 18 ans, ses parents ont engagé 2 détectives privés différents, mais en vain. Ils ont aussi proposé une récompense de $100 000 pour toute information pouvant mener à des réponses, mais elle n'a jamais été réclamée. Le groupe de Michael, Iceland Fever, a organisé des collectes de fonds pour la recherche. En 2001, les officiers travaillant sur l'affaire ont contacté un profileur d'homicide qui leur a dit qu'il était très probable qu'ils aient déjà parlé à quelqu'un qui savait ce qui était arrivé à Michael cette nuit-là. Mais 2 décennies plus tard, ils n'ont pas avancé dans la résolution de l'affaire. Mary a dit de la disparition de son fils « Tout ce que nous voulons, c'est savoir ce qui s'est passé. On dit que le temps guérit, mais la douleur ne fait qu'empirer. » Michael, âgé de 18 ans, a été vu vivant pour la dernière fois vers 4 heures du matin, le matin du 10 décembre 1999, après avoir joué à un jeu vidéo avec un ami au 6e étage du dortoir d'Xtra Hall à l'Université de Californie à Los Angeles. Le dortoir est situé près de l'intersection de l'avenue Gailey et du boulevard Strathmore. Michael est un homme blanc mesurant 5 pieds 8, avec des cheveux bruns et des yeux bruns, et pesait 59,3 kg lorsqu'il a été vu pour la dernière fois. On le décrit comme ayant des biceps et des muscles du cou bien développés. Au moment de sa disparition, il avait une coupe de cheveux courte et portait un short kaki, une chemise à carreaux bleus et des chaussures blanches. Il se fait possiblement surnommer Mike. Si Michael est toujours en vie, il aura 40 ans. Si vous avez des informations sur sa disparition, vous pouvez contacter le département de police de l'Université de Californie à Los Angeles au 3 10 8 25 14 91 ou alternativement, vous pouvez appeler le bureau du shérif du comté de Los Angeles au 3 2 389 05 500. Christine Rothschild. Née le 14 novembre 1949 à Chicago, Illinois, Christine Rothschild a eu une éducation très ordinaire. Enfant intelligente et travailleuse, elle a obtenu son diplôme de la Senn High School à Chicago et a décidé de fréquenter l'Université du Wisconsin en 1968. Christine aimait la nature et appréciait de faire de longues promenades fréquemment. Le matin du 26 mai 1968, Christine, âgée de 18 ans, s'est réveillée à 4 heures du matin et a déambulé dans le couloir faiblement éclairé du dortoir Anne Emery, où elle a failli entrer physiquement en collision avec l'hôtesse de nuit qui a été la dernière personne à la voir vivante. Christine est allée aux toilettes avant de retourner dans sa chambre. Elle s'est levée à l'aube quelques heures plus tard, ce qui n'était pas inhabituel pour la jeune femme, car elle préférait faire ses promenades dès le matin. Quelques heures plus tard, cependant, le corps de Christine a été retrouvé par un ouvrier d'entretien du campus. Elle a été retrouvée dans un bosquet près d'un bâtiment de classe, à environ 800 mètres de sa résidence universitaire. Les forces de l'ordre ont été rapidement appelées sur les lieux et une enquête sur la fin violente de Christine a commencé. La jeune fille de 18 ans était vêtue d'une mini-robe à carreaux bleus, de bottes noires et d'un manteau beige 3/4. Bien qu'elle n'ait pas été agressée sexuellement, ses vêtements étaient décrits comme étant en désordre et déchirés à plusieurs endroits.
Elle avait des égratignures sur les jambes au-dessus de ses bottes, comme si elle avait couru à travers les buissons pour fuir un agresseur. Christine avait été poignardée 14 fois à la gorge et à la poitrine avec un couteau chirurgical et elle avait été étranglée avec un morceau de tissu qui avait été façonné à partir de la doublure de son trench coat. Sa mâchoire était cassée et ses propres gants avaient été enfoncés dans sa gorge. La force des coups de couteau avait entraîné 4 côtes cassées. Un mouchoir pour homme ensanglanté a été trouvé sous sa tête. Immédiatement, les enquêteurs ont écarté l'idée qu'il s'agissait d'un vol qui avait mal tourné. Christine n'avait que sa clé de dortoir et ses cigarettes, et les bagues coûteuses qu'elle portait avaient été laissées à ses doigts. L'enquête initiale a été minutieuse mais infructueuse. Le détective Charles Lulling, qui travaillait avec le département de police de Madison, a affirmé qu'ils avaient interrogé plus de 1500 personnes et il croyait que Christine était la victime d'un sadique qu'il avait choisi au hasard. Une autre théorie proposée par les autorités de l'époque est que la jeune fille de 18 ans faisait partie des meurtres de la ville folle ou des meurtres de la capitale, où 7 femmes à Madison ont été assassinées entre 1968 et 1984. Cette théorie semble cependant avoir été rejetée, en particulier ces dernières années. En juillet 1968, les enquêteurs ont publié un portrait robot d'un homme avec qui ils souhaitaient parler en relation avec l'affaire. Il est décrit comme mesurant 5 pieds 9, pesant 160 livres et âgé entre 25 et 30 ans. Cependant, cet homme ne s'est jamais présenté et n'a jamais été identifié. Les forces de l'ordre ont offert une récompense de 5 000 $ pour toute information menant à une condamnation, mais rien d'utile n'en est ressorti. Juste un jour, après le meurtre de Christine, sa meilleure amie, Linda Schulko, a été alertée du crime lorsqu'elle a été contactée par la police. De manière glaçante, Linda leur a dit que dans les jours précédant le crime, la jeune fille de 18 ans s'était plainte qu'elle avait l'impression que quelqu'un la regardait constamment et qu'elle se sentait traquée. Christine avait fait part de ses plaintes à la sécurité du campus, qui lui avait dit que si elle avait besoin d'aide, elle pouvait les appeler et de porter un sifflet avec elle au cas où. Un article de The Sun de 2017 a noté que la chambre de la jeune femme avait même été cambriolée une fois, bien que rien n'ait été volé. Christine a dit à Linda que le nom de son harceleur était Niels Jorgensen, un assistant de recherche médicale qui était souvent dans la salle de lecture commémorative quand elle y était et qu'elle faisait tout pour éviter. Elle gardait souvent ses portes et fenêtres verrouillées, se sentant mal à l'aise en sa présence. Elle aurait même reçu quelques appels téléphoniques étranges de sa part. Linda a continué à chercher des réponses suite au meurtre de sa meilleure amie et a déclaré plus tard sa conviction que Jorgensen était responsable du crime. Cependant, il est décédé. Elle a surveillé Jorgensen pendant une période de sa vie, parvenant même à le faire suspecter par les autorités. Cependant, un manque de ressources signifiait qu'ils étaient finalement incapables de le retrouver. De plus, certaines des preuves dans l'affaire de Christine ont été perdues, rendant les tests acides désoxyribonucléiques impossibles. Un écrivain nommé Mike Handfield a proposé la théorie que Jorgensen avait peut-être frappé auparavant. Il a suggéré que Jorgensen allait d'une université à l'autre, se faisant toujours passer pour un assistant de recherche médicale et ciblant les nouveaux étudiants. Selon The Sun, il a quitté la ville après le meurtre et aurait également refusé de passer un test de polygraphe. Jorgensen aurait eu accès à des scalpels compte tenu de ses études et un autre chercheur a affirmé l'avoir vu à l'hôpital nettoyer un scalpel de manière à éliminer tout acide désoxyribonucléique et empreinte. Bien que son nom ne soit pas mentionné dans les anciens articles, les autorités ont mentionné aux médias au moment du meurtre que leurs 2 principaux suspects avaient quitté l'État, suggérant la possibilité que Jorgensen était considéré comme un suspect à ce moment-là. Cependant, en 2009, les forces de l'ordre ont annoncé que William Zamastil était désormais une personne d'intérêt dans l'affaire. Zamastil a été condamné en 2004 à 25 ans de prison pour les meurtres des frères et sœurs Jacqueline et Malcolm Bradshaw, âgés respectivement de 18 et 17 ans. Il a pris en stop le duo qui faisait de l'autostop depuis Las Vegas en février 1978. Zamastil purgeait déjà une peine de prison à vie en 2004 pour le viol et le meurtre d'une jeune femme dans le Wisconsin en 1973. En 1968, il aurait eu 16 ans. Son mode opératoire dans ses crimes ultérieurs ne correspond pas à l'attaque sur Christine, et Linda reste convaincue qu'il n'a joué aucun rôle dans le crime. Il n'est pas clair si Zamastil est toujours considéré comme une personne d'intérêt dans l'affaire. Comme mentionné précédemment, Jorgensen était maintenant décédé, et plusieurs éléments de preuve ont été perdus, ce qui signifie que l'affaire de Christine ne sera peut-être jamais résolue. Elle a été enterrée au cimetière Irving Park à Chicago après sa mort.
Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon pour aussi peu que 2 $ par mois. Merci d'avoir regardé. Soyez vigilants, prenez soin de vous et à la prochaine.